Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au film Mais qui a tué Pamela Rose? Alors c'est l'un de mes films préférés, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Là je vais approfondir un petit peu avec les scènes coupées du film Pamela Rose. Je vais pas toutes vous les diffuser, mais j'en ai choisi quelques-unes qui sont plutôt sympas et qui auraient pu être intégrées au film. On parlera aussi des lieux de tournage. C'est un film qui est censé se passer aux États-Unis. On se moque des agents du FBI et vous verrez que le réalisateur Eric Lartigot a été assez fort pour trouver des endroits en France qui peuvent évoquer les États-Unis. Et puis je m'intéresserai aussi à quelques scènes qui paraissent assez simples comme ça, mais qui seront très techniques, et vous le verrez ça avec quelques images du making of. On va commencer avec la toute première scène du film. C'est l'agent Ripper qui arrive à l'académie du FBI dans sa belle voiture américaine, comme vous pouvez le constater. Et bien là encore, grâce à la voiture américaine, grâce à quelques petits accessoires comme une boîte aux lettres bleue que vous allez pouvoir voir. Alors je sais pas si c'est une boîte aux lettres ou un distributeur de journaux, mais en tout cas ça évoque clairement les États-Unis. On s'y croit, on n'est pas du tout à Washington. Je vais vous dire juste après où on est exactement en France. Hop, alors en fait on est à la cité universitaire juste au sud de Paris, dans un bâtiment qui est le collège franco-britannique, donc avec une architecture très british, très anglo-saxonne, les briques rouges, les fenêtres à l'anglaise ou à l'américaine, avec la voiture que vous voyez sur la gauche évidemment, qu'on s'y croit totalement dans cette académie du FBI. Pour la suite on va aller à Miami, dans une villa. Alors la villa elle n'est pas du tout à Miami évidemment, elle est dans les Yvelines dans le 78, et on retrouve Cadmerade alias l'agent Bullitt, qui fait une infiltration dans un gang et qui va goûter la cocaïne. Alors c'est pas vraiment de la vraie cocaïne qu'il va goûter, mais vous allez voir que c'était quand même extrêmement compliqué de tourner cette scène, surtout qu'il y a eu une dizaine de prises. Vous voyez pas qu'il est en train de péter les plombs, votre soi-disant pro? Faut intervenir, donnez-moi le feu vert. Stéphane. Je peux pas mourir parce que je vais aider des... Vous avez de l'eau? Parce que là, je suis en train de se... Voilà, scène qui marche très bien, c'est la manière dont il crache en fait, quand il dit bon, elle est bonne, il y a de la fumée, de la poudre qui part de partout. Alors ça a été fait en une dizaine de prises, c'est ce qu'ils disent dans les commentaires du réalisateur, et c'est une substance en fait qui n'est pas nocive, il peut vraiment la manger, ça n'a pas de goût, c'est rien du tout, mais ça a l'air quand même assez répugnant. Dites-vous qu'il l'a fait 10 fois cette action de mettre cette poudre dans sa bouche et d'en avaler un petit peu à chaque fois au passage. La suite, ça va se passer à l'hôpital. Alors ça c'est une scène avec le temps, je la trouve un peu chiante, un peu longue. C'est quand l'agent Bullitt a sa main coincée dans celle de l'agent Johnson, comme ça, qui est dans le coma. Voilà, donc la scène est un petit peu longue et chiante. Là je vous ai mis un tout petit extrait, et puis juste après vous allez voir un bout de scène coupée. Ils ont bien fait de la couper celle-là, puisque vous allez voir, c'est une histoire d'érection, et c'est pas très malin pour le coup. Enfin c'est drôle, mais c'est moyen. Je sais pas encore ce que je vais mettre. La terre cuite. Ou de la tomate. Voilà, ça c'est de l'humour un peu pas terrible. En fait, on a l'agent Bullitt qui parle à Johnson qui est dans le coma de femme et il se passe rien, puis après il lui parle de bricolage. Et là, comme vous pouvez le voir, il a une petite érection sous le drap. Bon, là pour le coup, celle-là, c'était pas obligatoire de la mettre dans le film. Mais qui a tué Pamela Rose? On va aller ensuite au siège du FBI. C'est là où l'agent Ripper va rencontrer la direction, puisqu'il veut tout simplement être sur le terrain. Et je vais vous dire dans un instant où est tournée cette scène. C'est un endroit qui a servi de tournage aussi au dernier film Hunger Games. Je vois. Voilà, donc on est en fait, pour tout vous dire, à Noisy-le-Grand, dans un lieu dont j'ai plus le nom en tête. Enfin, vous tapez Noisy-le-Grand sur Google, Hunger Games, vous trouverez tout de suite. C'est un bâtiment avec une architecture incroyable. C'est vrai que c'est assez joli. C'est vrai que pour le coup, là, ça marche totalement en FBI. La photo que j'ai mise à droite, c'est à l'envers, pour le coup. C'est-à-dire que le plan est tourné derrière l'arche que vous voyez sur la photo de droite. C'est à Noisy-le-Grand. C'est un ensemble. C'est, on pourrait dire, une cité un petit peu, parce qu'il y a une partie qui est
en gros des HLM. Il paraît que c'est un petit peu chaud parfois, mais bon, ça n'empêche pas plein de films de se tourner là-bas. Il y a un projet soit de restauration, soit de destruction. Je trouve cet endroit tellement incroyable que j'espère que ce sera une restauration et pas une destruction, et je pense que j'irai voir ça un de ces quatre tellement c'est mémorable. C'est en France, à Noisy-le-Grand, dans le 93, limite 94-77, et c'est juste magnifique. La suite avec un petit plan. Alors là on reconnaît évidemment la défense en arrière-plan. C'est fait sur un échangeur d'autoroute qui était pas utilisé à l'époque, qui a été détruit depuis. Ils ont rajouté le panneau Washington et franchement ça le fait très facilement. C'est une voiture de service ou elle est à vous? C'est ma mienne. Voilà pour cette petite scène à la Défense. Il y avait une autre scène à la Défense, c'est quand ils sont dans le bureau du patron du FBI, qui est tourné dans un immeuble de la Défense avec en arrière-plan d'autres immeubles. Et dans les commentaires audio du DVD, ils disent que les laveurs de carreaux sont des vrais laveurs de carreaux. Alors je sais pas si c'est une vanne ou quoi, ça m'étonnerait quand même parce que les mecs jouent vachement bien. Mais bon, ça faudrait demander directement à Cad et Olivier directement. Ensuite, on va aller retrouver une scène qui fait vraiment Amérique. Pour tout vous dire, on est en fait au marché de Rungis, enfin à Rungis, quoi, dans la ville de Rungis, là où il y a le marché, et ils font un truc de dingue avec la Fuego. Alors regardez bien, tout au fond en arrière-plan, on voit un panneau Avis. Ça c'est peut-être une véritable erreur. Je suis pas sûr qu'il y ait la marque Avis de location de voiture aux États-Unis. Et le chat est là. Voilà, fais coucou, et hop, tu t'en vas maintenant. Merci le chat. Voilà pour cette scène tournée à Rungis. Le chat est resté, tu peux rester. Donc avec les deux camions évidemment, forcément ça renforce encore plus le côté américain. Où va-t-on aller ensuite? Eh bien toujours à Rungis, dans un restaurant qui était un petit peu désaffecté. Ils l'ont remis en état pour en faire un petit peu ce qu'on pourrait appeler un diner à l'américaine. Et on va retrouver cette scène qui est extrêmement drôle avec l'agent Bullitt qui va défier un petit peu un américain très balèze, et le mec va être en fait super gentil. Et juste après vous aurez la version avec une fin alternative et une intervention d'un chanteur assez surprenante pour le coup. Mais n'empêche que ça sent le taureau ici. C'est bon, Bully, vous avez gagné, ça va. Vous n'avez pas le temps de vous laver. Mais n'empêche que ça sent le taureau ici. C'est bon, Bully, vous avez gagné, ça va. Tout a commencé par une nuit sans sommeil, et par un raccourci que jamais il ne trouva. Francky Vincent les a vus, et il sait que les danseurs sont là. Et Voilà, c'est Francky Vincent donc qu'on voit apparaître sur ce petit moniteur avec une parodie de la série David Vincent et les Envahisseurs. C'est une série que je connais pas du tout, mais c'était un mec qui tombait sur des extraterrestres et je pense que le générique ressemblait à ça, sauf qu'il n'y avait pas Francky Vincent, et là c'est Francky Vincent et les danseurs, ou même Francky Vincent et les beginners. Alors pourquoi avoir coupé un tout petit bout de scène comme ça? Peut-être pour une raison de rythme, ou peut-être que Francky Vincent ne voulait plus être dans le film. Là pour le coup je ne sais pas, il faudrait demander vraiment aux protagonistes, à Cad, Olivier et Eric Lartigot. Là, attention, on va retrouver quelque chose qui est assez bien foutu. D'ailleurs, je m'en étais pas forcément toujours rendu compte. Il a fallu que je regarde les commentaires du réalisateur pour le savoir. C'est une fausse scène de ralenti. Et regardez bien, ce qui est bien foutu, c'est qu'on a Cad Olivier qui joue le ralenti, mais on a aussi la sirène de police, enfin pas la sirène, le gyrophare qui fonctionne au ralenti avant de redevenir à un rythme normal. Donc un faux gyrophare, on peut dire que c'est bien fait pour le coup. Voilà, c'est aussi clairement ce que j'adore dans ce film, c'est les parodies de films bien clichés américains. Il n'y a pas que celui-là, il y en a tout au long du film. D'ailleurs, encore une parodie d'un gros cliché des films américains, c'est le fameux Yellow Scotch of the Police. Alors moi, j'avais pas toujours remarqué ça. Il y a un faux raccord qui est fait exprès, c'est-à-dire qu'au début, ils sont évidemment à l'extérieur de la maison devant le scotch, et puis d'un coup, ils passent derrière le scotch. Bon, c'est assez léger comme truc, mais voilà, si vous faites attention, vous pourrez le constater aussi. Bah non, elle peut pas être là.
Voilà, là ils sont chez Pamela Rose et c'est encore dans une maison de banlieue. Le film est beaucoup tourné aussi dans le 91 et dans le 78, et sachant que Cad vient de l'Essonne du 91, il connaît très très bien, il cite les villes, il y a Mency, enfin il y a plein de villes comme ça où le film était tourné. La suite ça va se passer, alors là aussi c'est quelque chose me semble-t-il dans le 91, une ancienne station-service reconvertie en station-service américaine et en épicerie américaine. C'est chez Phil Cannon avec sa maman qui fait très peur. Je vais balancer l'extrait, faites bien attention, à peu près sur la partie gauche de l'écran, au milieu à gauche on va dire, il y a un plan de Paris sous forme de petits livres comme ça, bleu. Ça c'est une petite vanne faite exprès, mais franchement, faut le voir, le truc c'est pas évident. C'est là. Assieds-toi. Tu m'as apporté mon beurre de cacahuète. Il n'y en avait plus chez Joe, je repasserai demain. T'es bien comme ton père. T'es qu'un incapable. Le vilain. Ne m'appelle pas le vilain, maman. Ça, je trouve que c'est vraiment cette station-service, quand elle donne à manger aux animaux empaillés et tout, c'est vraiment le truc le mieux fait au niveau de la parodie du truc américain, mais de la mise en scène de la campagne américaine. Je trouve que là, pour le coup, c'est assez bien foutu. La suite, ça va se passer à la pharmacie. Scène assez drôle aussi, avec un acteur qui vient d'une série moderne, enfin actuelle, et qui est dans un style complètement différent par rapport à ce qu'il fait dans cette série. Je vais vous dire qui c'est juste après. On va regarder d'abord. Viens chercher mon mémorax. C'est Grimine, tenez. Et n'oubliez pas, de le matin, de le soir. Bah oui. Alors voilà, le monsieur à droite, le monsieur chauve avec les lunettes, est-ce que vous pouvez savoir qui c'est, franchement? Je pense pas. Je sais, depuis 15 ans que j'en prends. Il est pas gêné, lui. Ne lui en voulez pas, les tatins de TMI. De quel va TMI, trouble de la mémoire immédiat. C'est l'ancien quarterback des T-Bone Steak, un choc pendant la finale. Depuis, il n'arrive pas à se souvenir de ce qu'il vient de faire. Voilà, il s'agit de Joseph Malherba, le mec qui joue l'agent Morlighem de la série Braco. Il a pris un petit peu de poids depuis, et puis voilà, comme quoi le mec fait un pharmacien un petit peu féminé. D'ailleurs, il y a un délire aussi dans une autre scène avec ça, assez drôle dans Braco. C'est un putain de flic qui fait très très peur. Donc bravo pour cette composition, Joseph Malherba. Au niveau de la suite, on va se retrouver avec alors voilà, une scène très intéressante. Là, on va avoir un petit mélange entre le résultat film et le making of. C'est l'agent Bullitt qui arrive chez comment il s'appelle, Nuggets, dans la fameuse comment elle s'appelle, la rue, la Chuck Norris Street. Voilà, si vous voyez, c'est écrit en tout petit. Là, faut voir pour le coup. Ouais, Dan Nugget. il est pas là. Enfin, il est plus là. C'est pourquoi? Agent Bullitt, FBI. Alors là, évidemment, c'est pas du tout la même prise, hein. On voyait d'ailleurs que François Cluzet n'avait pas la casquette sur la version du making of par rapport à la version cinéma. François Cluzet, qui est un guest de ce film. Là, on va regarder un petit extrait et vous allez voir à quel point François Cluzet, qui est déjà quand même un acteur assez confirmé à cette époque-là, en 2003, impose sa vision du truc et la vision de son personnage. Et il fait une suggestion qui paraît un peu bête au début. Il insiste un peu et le mec, en fait, il a effectivement carrément raison. Regardez. Nous retrouver à l'intérieur, nous, Benoît. Ouais. Tu penses que je passe devant lui ou derrière lui? Au départ, là, quand tu le reçois, je pense que c'est mieux devant. T'es sûr? Ouais, parce que Toi, c'est mieux. toi, t'arrives. Pourquoi? Qu'est-ce que vous aviez en tête? Vous aviez un truc en tête? Ah bah non, non, c'est que la parano, si tu veux, on... Oui, tu veux pas te mettre de dos à lui. Voilà, donc c'est lui qui impose le fait qu'il va rentrer après l'agent Bullitt. J'ai pas résisté au fait de vous mettre un extrait de cette scène qui est juste très spéciale, drôle mais avec un humour particulier. Et puis en plus, je trouve que cette scène est clairement une grosse référence à Forrest Gump. Alors c'est pas les réalisateurs qui le disent, hein, c'est moi, mais pour avoir revu Forrest Gump il y a pas longtemps, on voit le lieutenant Dan qui lui aussi a un problème de jambes amputées. Et c'est vrai que le trucage par moment est un petit peu similaire à celui que nous fait François Cluzet. Alors c'est de l'humour vraiment extrêmement décalé, comme je le disais, mais moi ça me fait rire à chaque fois, ce faux vétéran de la guerre du Vietnam. Ton Vietnam. Et vos jambes là, c'est une mine? Non, pas du tout, non. Ça, c'est les miennes. Oh, je les ai encore. Ah bah j'aime bien m'asseoir sur mes genoux, c'est tout. Quoi? Oui, je l'ai pas fait, cette putain de guerre. J'ai été réformé. Mais j'aurais très bien pu la faire. Et c'est ça qui compte. Du moment...
Voilà, je sais pas si ça fait rire tout le monde, mais moi à chaque fois, je trouve François Cluzet, cette réponse quand il lui parle de ses jambes, c'est vraiment du grand n'importe quoi, mais c'est ça aussi qui a tué Pamela Rose. Un autre guest, c'est Alain Chabat qui joue un chanteur de country un petit peu, et même totalement has-been. Il le fait tellement bien. Là, on va regarder un petit comparatif entre le film et le making-of. À noter dans ce que vous allez voir, c'est que dans la partie film, quand vous voyez le chanteur au loin, ce n'est plus Alain Chabat, mais sa doublure. Mais on voit dans le making-of qu'il a quand même vraiment mouillé le maillot pour jouer ce personnage. Yellow moon, love just on the way. I can be only words on the bridge. Come on, take me home again, Voilà, le petit hi-ha, évidemment, qui fait rire tout le monde. Là, on va retrouver une scène qui est pas exceptionnelle, c'est juste techniquement, le truc qui est hyper bien foutu. Alors ça commence comme ça, c'est le moment où on a Phil Cannon et le shérif, donc Gérard Darmon et Jean-Paul Rouve, avec ce genre de plan, quand on le voit, on se dit, bah oui, c'est un décor, et ils ont coupé le mur et ils ont mis une caméra. Eh bien non, c'est un décor donc réel, là une fois de plus, me semble-t-il, dans le 91, et c'est un trucage, il y a 2 caméras, et après, alors pardon, j'avais pas mis le bon aperçu, pardon. Et donc oui, c'est un trucage avec 2 caméras, et après on recrée l'image pour en faire qu'une seule. Et voilà, juste pour faire ce plan avec le mur au milieu, c'est quand même une belle prise de tête pour le coup. Froid. Ça pèle. Cactus. Ça pique. Fromage. Ça pue. La Chine. C'est loin. La plaque. C'est là. Non. C'est bon. Dernière chance. Voilà, une scène véritablement tournée de nuit en plus pour la partie du côté de Jean-Paul Rouve, comme beaucoup de scènes tournées de nuit dans ce film, et c'est ce que dit Eric Lartigot. Il a vachement insisté pour avoir des scènes de nuit, notamment celle qu'on avait tout à l'heure avec les gyrophares et le ralenti, parce que pour lui c'était vraiment essentiel d'avoir cette beauté-là de la scène de nuit, même si ça coûtait beaucoup plus cher. On quitte le 91 là pour aller à Radio France. Alors honnêtement, j'aurais jamais pensé que c'était tourné à Radio France, tellement le studio de radio de Phil Cannon, de WKDO est vieux et has-been, mais c'est vrai qu'en 2003, à la maison de la radio, il y avait forcément des vieux studios comme ça qui ressemblent à des vieux studios américains, de petites radios américaines pour le coup. C'est où? C'est ici. Canal. Le FBI. Je suis en pleine émission. Faites attention quand la petite lumière rouge est allumée, il faut plus parler. Quand j'étais petit, il y avait le même système chez ma mère. Ouais, tant mieux. Ouais, les amis, Phil Cannon au micro de WKDO Bandsville. Voilà, Phil Cannon, la vraie parodie de l'animateur de radio sur la radio régionale américaine, en tout cas la radio de ville. Là c'est WKDO, donc l'indicatif W, KDO pour la suite, et puis Bandsville pour la ville de Bandsville, mais il est très très fort dans ce rôle donc du cliché de l'animateur radio, avec une petite ressemblance à l'animateur radio américain Howard Stern. Scène suivante, totalement décalée, totalement spéciale. On a donc les 2 agents du FBI qui parlent avec la jeune femme victime pour en savoir plus sur l'affaire Pamela Rose, et puis on nous révèle un truc important, mais la caméra sort, va dehors. Là on tombe sur Laurent Lafitte, qui est pas hyper connu à l'époque, qui parle en italien. À la base il parlait en français, mais ça faisait référence à une scène qui a été coupée, donc ils ont changé, ils ont fait un doublage italien fait par Laurent Lafitte et l'autre acteur qui ne veut absolument rien dire, mais c'est tellement drôle et ça marche tellement bien pour lui. Ma non Luigi? Veneta, si alla per esperchi? Da crimi? Sì. Da giallo. Sassiene ducolenta. Che domaggi, in so più la zeghioni. A chi, ma è polaclone. Ai, ti puoi contare una casa di 1000 per testola. Dove ti viaggio? Pozzo. Ah! Voilà, alors c'est un peu bête, mais moi ça me fait toujours marrer ce truc-là. Et donc comme je disais avant, ça faisait référence, normalement le texte dont il parlait, qui était en français et non pas en italien, ça faisait référence à une autre scène qui a été coupée. On va retrouver pour la suite, voilà, sûrement la scène la plus technique du film. On a Bullitt et Ripper dans la voiture, mais la voiture a été piégée. On a coupé l'alimentation en lave-glace et on a mis un oiseau pour qu'il fasse des crottes sur le pare-brise. Et là c'est la catastrophe, grosse scène d'action, mais vraiment, en la regardant on rigole, mais quand on regarde le making-of en même temps, on s'aperçoit que techniquement c'est pas si simple que ça à faire. Il y a une doublure pour l'agent Ripper qui va aller faire pipi sur le capot et le pare-brise de la voiture. Je vous propose de regarder, vous allez voir que finalement c'est pas si simple que ça. Mettez un coup d'essuie-glace parce que le pare-brise il est tout sale là. Ah, mais je vois rien là. La glace. Nom de Dieu. Quoi? La glace, il y a plus d'eau, je comprends pas. Il y a 2 jours, j'ai fait le plein.
Accrochez-vous! Je vais tenter quelque chose! Cessez d'agiter le véhicule! Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Qu'est-ce que vous faisiez? Voilà, je m'arrête ici juste pour vous montrer donc Olivier en fait quand il est dans cette position là, c'est ce qu'on voit à droite, il est filmé le soir d'ailleurs en plus depuis une caméra à l'intérieur de la voiture et lui il est juste debout sur la voiture qui ne roule pas, le reste du temps quand on le voit de dos c'est un cascadeur. Pas mal. Voilà, et on voit le cascadeur sur la fin qui est heureux de ne pas être blessé grâce à ses petites protections sur les mains. Alors scène extrêmement drôle, le coup du lave-glace, on se dit que c'est assez simple à faire, mais au final ça a mobilisé beaucoup de choses. Autre scène qui a mobilisé beaucoup de moyens, alors qu'au final elle est assez simple, c'est quand l'agent Bullitt retrouve Nuggets, hein, celui qu'il a besoin donc pour l'histoire de groupe de sang pour sauver Johnson, c'est compliqué tout ça, et que là un train passe, je vous propose de regarder le trucage. En fait ils sont allés filmer un vrai train, ils ont mis un fond bleu derrière, et ils l'ont incrusté dans la scène réelle. Ça paraît bizarre d'avoir fait une telle démarche, mais je vais vous expliquer après pourquoi tout simplement ils ont fait comme ça. Nuggets? Quoi? Voilà, alors ça paraît étonnant d'avoir été filmé un vrai train, d'avoir installé le fond vert, enfin le fond bleu de 15 mètres là pour juste faire ça, alors qu'on aurait pu intégrer un train en infographie, mais en fait ils ont fait comme ça puisque il y a une autre scène délire avec un train mais qui n'a pas été intégrée au film. On a donc nos deux agents qui tombent en panne avec la Fuego sur un passage à niveau, ils essayent de la pousser, ça marche pas. Là il y a un jeune chanteur qui chante une chanson et ça les aide à comprendre pourquoi la voiture ils n'arrivent pas à la pousser. En même temps l'agent Bullitt, donc Cad, met un chapeau mexicain, on sait pas trop pourquoi, c'est juste pour s'amuser, et il y a un personnage qui est dans un train qui arrive, qui a eu une mauvaise expérience avec les Mexicains, donc il fait un malaise, il n'arrive pas à arrêter le train. Voilà pourquoi le train va écraser après Nuggets. C'est compliqué, mais du coup, quand ils ont tourné le train sur fond bleu, ils ont tourné aussi, c'est sûr, cette scène, en même temps, cette scène du passage à niveau. Le frein à main, merde! Le frein à main! Poussez! Voilà, alors moi j'ai enlevé par exemple la partie où on voit le monsieur dans son train qui dit oh là là encore des Mexicains et qui fait un malaise. Finalement la scène on aurait pu l'intégrer comme ça, je la trouve drôle, le côté voilà là, ils arrivent pas à pousser la voiture, après oui c'est à cause du frein à main, bon bref, pas polémiquer là-dessus, mais je trouve cette scène assez sympa. Ensuite voilà, on arrive déjà à la fin, dernière scène du film qui est purement anecdotique, vous allez pour ceux qui connaissent bien le film reconnaître tout de suite. Donc c'est juste avant le générique de fin, on a nos deux héros qui partent dans une nouvelle Fuego toute neuve, et il y a un travelling vers le haut pour faire la fin du film et venir insérer le générique, sauf qu'à ce moment là il y a un petit problème. Dans celle-là, au moins, il y a l'air chaud et l'air froid en même temps. C'est quand même incroyable, Bully. Voilà, j'ai perdu ma caméra numéro 1, je vais terminer avec la caméra numéro 2 et le chat qui est là, donc la caméra est là. Voilà, donc pour expliquer vite fait cette scène, mais vraiment vite fait, moi je pensais que c'était assez simple à faire, mais en fait il a fallu monter un échafaudage, mettre un faux arbre avec une fausse branche, enfin plutôt une fausse branche qu'un faux arbre, avoir un technicien en haut qui balance de la sciure pour faire cet effet de caméra qui tape dans une branche, un mec qui arrive avec une tronçonneuse qui coupe la branche, et la caméra continue de monter. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo concernant le film Mais qui a tué Pamela Rose. Voilà, alors j'imagine que tout le monde a vu le film pour avoir vu la vidéo jusqu'ici. Vraiment un grand film bien collector que j'aime.